Cette vidéo est consacrée à la seconde partie des propriétés élastiques du système respiratoire. Nous avons jusqu'ici discuté les propriétés élastiques du système respiratoire en considérant celui-ci dans sa globalité. Ces propriétés sont en fait la résultante des propriétés élastiques des deux composantes du système respiratoire, à savoir le poumon d'une part, la paroi thoracique d'autre part, qui sont, rappelons-le, solidarisées au niveau d'une interface constituée par la plèvre. Vous êtes maintenant familiarisé avec la courbe pression-volume décrivant les propriétés élastiques du système respiratoire, mais le poumon et la paroi thoracique ont également des propriétés élastiques qui leur sont propres et que l'on peut aussi représenter par une courbe pression-volume. P représentera alors la pression de recul élastique du poumon, PL, L pour lung, et de la paroi thoracique, PCW, CW pour chest wall. Solidaires grâce à la plèvre, poumon et paroi thoracique occupent donc le même volume en permanence. Et à chaque volume, la pression de recul élastique du système respiratoire est égale à la somme des pressions de recul élastique du poumon et de la paroi thoracique. Nous savons déjà qu'au volume d'équilibre du système respiratoire, PRS est nul. Il s'agit donc du volume auquel PL et PCW sont égales, mais de sens opposés. Mais en examinant ces courbes pression-volume, vous pourrez constater qu'au volume d'équilibre du système respiratoire, ni le poumon ni la paroi thoracique ne sont à leur volume d'équilibre. Ainsi, le volume d'équilibre du poumon, volume auquel PL est nul, est plus faible que celui de la paroi thoracique. Observons le comportement du poumon et de la paroi thoracique lorsqu'ils sont laissés pour leur propre compte en les désolidarisant au départ du volume d'équilibre du système respiratoire. À ce volume, PL est positive et tend donc à diminuer le volume du poumon jusqu'à son volume d'équilibre. PCW est par contre négatif, tendant à augmenter le volume de la paroi thoracique. Le poumon et la paroi thoracique sont solidaires au niveau de la plèvre grâce aux forces de cohésion qu'assure le film liquidien occupant l'espace pleural. Les deux forces de sens opposés expliquent la présence d'une pression pleurale négative en termes relatifs à la pression atmosphérique. Examinons maintenant ce qui détermine la courbe pression-volume du poumon. Outre sa taille, certains éléments ou maladies peuvent influencer les propriétés élastiques et la courbe pression-volume du poumon. Ces éléments sont en partie liés à la tension superficielle qui règne à la surface des alvéoles où on trouve une interface air liquide. La loi de Laplace nous indique que dans une sphère à laquelle on peut assimiler les alvéoles pulmonaires, la pression est directement proportionnelle à la tension superficielle gamma et inversement proportionnelle au rayon de la sphère. Faisant abstraction des inhomogénéités de pression pleurale au sein du thorax, les petites alvéoles auraient donc tendance à se vider dans les grandes alvéoles. Mais le surfactant synthétisé par les pneumocytes de type 2, qui tapissent les alvéoles et diminuent la tension superficie, réduit donc l'élastance. Si vous considérez que le surfactant est plus concentré dans les petites alvéoles du fait de leur plus petite surface, ceci permet de stabiliser le volume des alvéoles malgré leurs hétérogénéités de volume. Les fibres d'élastine siégeant dans l'interstitium interalvéolaire augmentent également l'élastance du poumon. Elles peuvent cependant être digérées par des protéases au cours de processus inflammatoires, favorisant le développement de l'emphysème qui est associé à une destruction des parois interalvéolaires, un élargissement des espaces alvéolaires et une élastance diminuée du poumon. Une autre maladie, la fibrose pulmonaire, est associée à l'accumulation de tissu collagène dans l'interstitium interalvéolaire et est donc associée à une augmentation de l'élastance pulmonaire. Pour ce qui concerne la paroi thoracique, une importante kyphoscoliose sera associée à une élastance majorée et un aplatissement de la courbe pression-volume de la paroi thoracique. Dans une certaine mesure, l'obésité tronculaire très importante peut aussi augmenter l'élastance de la paroi thoracique, comme vous le comprendrez aisément en examinant l'épaisseur du tissu adipeux sur la coupe tomodensitométrique de gauche par rapport à celle d'un sujet
non obèse à droite. Nous pouvons maintenant analyser les pressions régnant dans les divers secteurs du système respiratoire, comme les voies aériennes, les alvéoles, la plèvre, mais aussi les gradients de pression existants entre les diverses structures. Nous considérerons pour cette analyse le système respiratoire comme un système monocompartimental, où nous représenterons poumons et voies aériennes en orange, parois thoraciques en mauve. Nous considérons dans ce système le régime de pression dans chaque secteur comme homogène, avec une nuance pour les voies aériennes en situation dynamique, comme nous le discuterons plus tard. Cette analyse est valide pour la plupart des points que nous discuterons dans ce cours, mais vous savez déjà que la pression intrapleurale n'est pas homogène, et nous y reviendrons à la fin de cette vidéo. Dans un tel modèle, la pression atmosphérique, qui est aussi la pression buccale, est nulle. C'est la pression de référence. En l'absence de débit dans les voies aériennes, c'est-à-dire en situation statique, la bouche et les voies aériennes étant ouvertes, la pression alvéolaire est également nulle, égale à la pression atmosphérique. La pression de recul élastique pulmonaire, PL, est le gradient de pression existant entre alvéoles d'une part, plèvre d'autre part. On l'appelle d'ailleurs aussi la pression transpulmonaire. Je peux donc écrire PL égale pression alvéolaire moins pression pleurale. La pression de recul élastique de la paroi thoracique est le gradient existant entre la plèvre et la pression atmosphérique. Ceci n'est toutefois valable que lorsque les muscles respiratoires sont parfaitement relâchés et que P musculaire est égal à 0. Lorsqu'il se contracte, je dois cependant tenir compte de pression musculaire et je peux alors écrire l'équation PCW est égale à la pression pleurale diminuée de la pression musculaire. Cette pression musculaire n'est cependant pas mesurable, à l'inverse de la pression alvéolaire, ou de la pression pleurale qui est égale à la pression œsophagienne que je peux mesurer grâce à un capteur de pression placé sur une sonde œsophagienne. En examinant la courbe pression-volume du système respiratoire, vous comprenez en transformation l'équation supérieure que la pression pleurale est égale à la pression alvéolaire diminuée de la pression transpulmonaire, qu'en apnée, bouche ouverte, plus le volume augmente au-dessus du volume d'équilibre du système respiratoire, plus la pression pleurale diminue, devient plus négative, car en apnée bouche ouverte, la pression alvéolaire est nulle et la pression transpulmonaire augmente avec le volume pulmonaire. Recombinant les équations ci-dessus, je peux également dire que la pression alvéolaire est égale à la somme de la pression de recul élastique du poumon et de la pression pleurale, mais aussi que pression pleurale est égale à PCW plus P musculaire, et donc aussi que la pression alvéolaire est la somme de PL, PCW et P musculaire, ce qui revient aussi à dire que la pression alvéolaire est la somme de PRS et de pression musculaire. C'est grâce à cette formule que nous pouvons reconstituer la courbe pression-volume du système respiratoire en demandant aux patients testés de maintenir l'apnée à un volume donné, en occluant ensuite les voies aériennes et en lui demandant de relâcher complètement ses muscles respiratoires de sorte que pression musculaire égale 0. En mesurant la pression régnant dans les voies aériennes à divers volumes, vous êtes dans le même temps capable de mesurer la pression œsophagienne, reflet de la pression pleurale, et vous pourrez également ainsi tracer les courbes pression-volume du poumon et de la paroi thoracique. Par ailleurs, nous pouvons également, en connaissant la courbe pression-volume du système respiratoire ou de ses composants, calculer la pression musculaire nécessaire à maintenir le système respiratoire en apnée à un volume donné, les voies aériennes étant ouvertes. Car en transformant l'équation, je peux dire que pression musculaire est égale à la pression alvéolaire moins PRS. Sachant que dans les conditions d'apnée bouche ouverte, la pression alvéolaire est nulle et connaissant PRS sur base de la courbe pression-volume du système respiratoire, je peux en effet déterminer pression musculaire. Bien connaître l'ensemble de ces équations vous facilitera grandement la réflexion lorsqu'il faudra réfléchir sur l'effort musculaire inspiratoire, tant dans sa composante statique ou élastique que dynamique ou résistive. Nous avons discuté jusqu'ici le système respiratoire
dans un modèle monocompartimental. C'est une simplification. En effet, en faisant inhaler du xénon 133, un isotope radioactif, on a pu démontrer que la ventilation des alvéoles était inhomogène. On retrouve en effet, après une inspiration, plus de xénon 133 par unité de volume pulmonaire à la base qu'au sommet du poumon. Sachant que la pression pleurale n'est pas homogène, elle est plus faible, plus négative à l'apex du thorax qu'à sa base chez un sujet debout, et connaissant la forme de la courbe pression-volume du poumon décrivant ses propriétés élastiques, nous pouvons comprendre pourquoi la ventilation alvéolaire n'est pas homogène. En effet, je peux considérer que chacune des alvéoles des poumons a elle aussi une courbe pression-volume propre et que cette courbe est similaire pour l'ensemble des alvéoles des poumons. J'ai donc une courbe pression-volume alvéolaire régionale. À la base du poumon, à CRF au repos, les alvéoles pulmonaires occupent donc un certain volume déterminé par la pression transpulmonaire régionale, définie par la pression pleurale locale, soit moins 1,5 cm d'eau dans le cas considéré. Au sommet du poumon, du fait d'une pression pleurale locale plus négative, le volume des alvéoles à CRF est plus élevé qu'à la base. Examinons maintenant la situation en fin d'inspiration. L'inspiration est associée à une diminution de la pression pleurale, diminution qui sera identique à la base et au sommet du thorax, de 4 cm d'eau dans le cas considéré. Nous pouvons observer que l'augmentation de volume au cours de l'inspiration ne sera pas identique à la base et au sommet du poumon du fait de la forme de la courbe pression-volume. Pour une même variation de pression pleurale et donc de pression transpulmonaire locale, l'augmentation de volume sera donc plus importante à la base qu'au sommet du poumon. Les alvéoles de la base présentent donc un plus petit volume que celles du sommet à CRF, mais voient leur volume augmenter de manière plus importante à l'inspiration que celle du sommet. La ventilation alvéolaire est donc bien supérieure à la base qu'au sommet du poumon, chez un sujet debout en tout cas.